La vidéo que vous êtes en train de regarder provient des formations gratuites de Docstring. Pour cette formation sur la bibliothèque Panda, les utilisateurs abonnés à Docstring trouveront à la fin de la formation des exercices à réaliser pour vous entraîner. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à docstring.fr pour avoir accès à tout le contenu du site. Vous trouverez tous les liens dans la description. Également, si vous souhaitez davantage de formations gratuites, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu pour encourager la création de nouveaux contenus. Dans les prochaines parties de cette formation, on va apprendre les bases de la data science avec la bibliothèque Panda. La data science, qu'on appelle en français science des données, c'est un sujet très vaste qui nécessite des mois, voire des années de formation pour en faire à peu près le tour. Vous allez également être confronté à des notions de mathématiques quelque peu avancées lors de l'analyse de ces données. Cependant, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec des fonctions mathématiques de base, comme les sommes ou les moyennes, et la bibliothèque Panda est très facile à prendre en main. Dans les prochaines parties, on va donc s'intéresser aux bases de la data science avec cette bibliothèque. On va déjà voir comment installer JupyterLab qui va nous permettre de créer des notebooks Jupyter dans lesquels on peut facilement récupérer et analyser des données. Ces notebooks, ils vont nous permettre d'afficher les données et les graphiques avec lesquels on travaille. Ça permet également de garder une trace de toutes les opérations que l'on va effectuer pour partir des données brutes et arriver à une conclusion. On va ensuite voir les bases de la bibliothèque Panda et comment on peut l'utiliser pour récupérer les données de différents types de fichiers, comme les fichiers CSV ou encore les fichiers Excel. On va voir comment sélectionner des données, comment en ajouter, en supprimer et également comment filtrer les données selon certaines conditions. On verra ensuite comment afficher des graphiques avec la bibliothèque Matplotlib à partir des analyses effectuées avec Panda. Et pour finir, ça sera à vous de jouer, à partir d'un vrai jeu de données qui provient de Netflix et avec lequel on va travailler pour, entre autres, récupérer la liste de tous les réalisateurs présents sur la plateforme ou encore les pays qui produisent le plus de films. Vous allez voir avec cette formation qu'il est possible, avec seulement les connaissances de base de Panda et quelques fonctions mathématiques de niveau collège, qu'on peut déjà analyser et traiter énormément de données avec Python. Avant d'aller plus loin dans la formation, on va parler un peu de ce qu'est tout simplement la science des données, donc qu'on appelle science des données en français, mais que vous retrouverez bien plus souvent sous le terme anglais de data science. Donc c'est la même chose. Alors qu'est-ce que le data science? Qu'est-ce que la science des données? On pourrait dire que c'est en fait la rencontre entre deux éléments, entre d'abord ce qu'on appelle le big data et ensuite l'analyse de ces données. Donc le big data, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un terme qui signifie que depuis une dizaine, une vingtaine d'années, depuis en fait la démocratisation du numérique, qu'on a en fait énormément de données à notre disposition que l'on n'avait pas avant. Pensez à tout ce que vous faites en ligne actuellement, que ce soit pour lire des articles de journaux, pour lire des livres, faire des achats. Toutes ces choses-là, avant, on les faisait et on n'avait pas en fait de moyens de savoir ce que vous faisiez. Maintenant, avec tout ce qu'on fait en ligne, pour le meilleur ou pour le pire, on récolte énormément de données que l'on peut ensuite donc traiter et analyser pour en tirer des conclusions. Donc c'est vraiment en fait ça la data science, c'est analyser des données pour en tirer des conclusions. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est un très grand pouvoir, mais c'est aussi très dangereux. Puisque forcément, les données elles-mêmes, elles ne veulent rien dire. Les données, ça va être par exemple des dates, des nombres, des chaînes de caractères, donc des données toutes seules, ça ne veut rien dire. Et en fait, c'est juste vous qui allez récupérer ces données et qui allez les faire parler. Et forcément, il peut y avoir des biais en fonction de la personne qui analyse les données et également en fonction des données que vous avez de base. Si vous utilisez des données de base qui ne sont pas complètes, eh bien vous pouvez en tirer des conclusions qui ne sont pas forcément vraies. Alors là encore, le domaine de la vérité dans la data science est assez abstrait puisqu'il n'y a pas de vérité, il y a juste une vérité en fonction de la personne qui va analyser ces données. Donc vous voyez vraiment la responsabilité que peut avoir quelqu'un qui travaille dans ce domaine. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qui permettent d'enlever ces biais, mais il faut être conscient que en fait, c'est pas les données qui parlent, c'est vous qui allez faire parler ces données pour en tirer des conclusions. Il faut savoir aussi que ça peut devenir rapidement très complexe. On peut avoir des notions de mathématiques et de statistiques avancées, mais il ne faut pas non plus en avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui se limitent en se disant qu'ils sont mauvais en maths et que du coup ils ne vont pas pouvoir faire de data science. Faut pas avoir peur, on peut déjà en fait faire énormément de choses avec des outils très basiques comme des moyennes ou des pourcentages. Si vous voulez faire la moyenne ou la somme d'un tableau, eh bien c'est des notions très simples à comprendre et qui peuvent déjà vous donner énormément d'informations. Donc on n'est pas obligé de faire des statistiques très avancées, des courbes régressives, etc.
pour tirer des conclusions. Avec des méthodes de base, on peut déjà beaucoup faire parler les nombres. L'objectif également de la data science, ça va être d'automatiser après ces processus. C'est d'avoir en fait un script qui va pouvoir aller récupérer les données. Les données, elles vont être mises à jour. Et le but, c'est donc pas d'avoir quelqu'un qui à chaque fois va faire les statistiques à la main, mais c'est d'avoir plutôt donc des algorithmes qui à terme vont permettre, à partir des données récoltées par exemple sur votre site web, sur une plateforme quelconque, de tirer des conclusions qui vont évoluer dans le temps. Donc pour que ce soit un peu plus parlant, je vais vous donner quelques exemples sur 2 sites bien connus, déjà sur Docstring, donc mon site sur lequel vous pouvez apprendre Python, et on verra également quelques exemples pour Netflix. Donc sur Docstring, j'ai plein de données qui sont disponibles à partir de ma base de données et qui me permettraient de répondre à certaines questions. Par exemple, d'où viennent les nouveaux utilisateurs? Est-ce qu'ils viennent de YouTube? Est-ce qu'ils viennent de Facebook? Est-ce qu'ils viennent de certaines publicités ciblées ou de choses du genre? Donc ça, c'est des informations que je peux récupérer à partir de ma base de données, et là, comme vous le voyez, il ne s'agit pas de statistiques avancées. Il s'agit juste en fait de savoir par exemple que j'ai 150 personnes qui viennent de YouTube, que j'en ai 50 qui viennent de Facebook et que donc YouTube est une meilleure source de nouveaux utilisateurs, et après je peux en tirer les conclusions que je souhaite pour par exemple si je faisais de la publicité en mettre plus sur YouTube ou sur Facebook. Ensuite, quelles sont les vidéos les plus regardées? Donc je peux avoir des statistiques pour savoir quelles vidéos sur le site sont les plus regardées et ainsi, là encore, potentiellement renforcer ces vidéos ou m'assurer qu'elles ne contiennent pas d'erreurs. Quelle est la journée avec le plus de connexions dans la semaine? Là aussi, pour prévoir au niveau du serveur les pics de connexion et pouvoir y répondre pour que le site web soit toujours le plus rapide possible. Et également, combien d'utilisateurs se sont connectés dans les 30 derniers jours, puisque actuellement, je sais combien d'utilisateurs j'ai sur Docstring, mais ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Si j'ai 5000 utilisateurs, mais qu'il n'y en a que 5 qui se sont connectés sur les 30 derniers jours, vous êtes d'accord que ce n'est pas la même chose que d'avoir 5000 utilisateurs qui sont connectés tous les jours. Donc voilà le genre de questions que je pourrais me poser et auxquelles les données pourraient m'apporter des réponses. Si on regarde maintenant sur Netflix, avec un autre jeu de données du coup, on pourrait avoir envie de savoir quel est le pays avec la plus forte croissance en nombre d'utilisateurs. Donc là, on pourrait tracer un graphique avec le nombre d'utilisateurs par pays et avec les courbes, voir quel est le pays qui a la plus grande croissance. Donc là encore, rien de bien compliqué, c'est juste une moyenne et ensuite une courbe que l'on peut analyser si ça monte ou ça descend et on en tire des conclusions. En moyenne, combien de temps les utilisateurs restent-ils abonnés pour savoir à peu près combien de temps un utilisateur reste sur notre plateforme? Quels sont les genres de films les plus populaires? Donc là encore, on pourrait à partir des données de connexion des utilisateurs savoir quel genre de films ils regardent et voir les genres qui sont les plus populaires dans toute la plateforme ou alors même par pays. On pourrait également avoir envie de savoir dans quel pays les utilisateurs dépensent le plus. Donc là encore, des exemples où, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment besoin de faire des statistiques très avancées. C'est vraiment juste récupérer les données de connexion, les données par pays, par genre de film regardé, le nombre d'euros ou de dollars qui sont dépensés par personne, et ensuite faire des moyennes, additionner tout ça, et éventuellement les afficher sur une durée, donc entre par exemple 2015 et 2020, pour voir l'évolution de ces tendances. Donc voilà quelques exemples, j'espère que ça vous permet de voir le type de questions qu'on peut se poser et comment dans cette formation on va pouvoir y répondre. Donc dans les prochaines parties, on va voir comment récupérer les données à partir de différents fichiers, comment les analyser, comment faire du tri également pour filtrer les données qui ne sont pas valides et comment donc ensuite analyser tout ça pour répondre à ce genre de questions. Alors pour installer JupyterLab sur Windows, on va utiliser Git Bash. Et on va utiliser le PyLauncher. Donc vous pouvez utiliser soit la commande Python directement, soit si vous avez plusieurs versions de Python, le PyLauncher. Moi je vais utiliser donc le PyLauncher et spécifier que je souhaite utiliser la version 3.9 de Python. Donc py espace -3.9 et ensuite on va utiliser pip pour installer le package JupyterLab. Donc -m pip install JupyterLab en un seul mot comme ceci. Donc là en fait ce qu'on dit c'est qu'on va utiliser le module pip avec la version 3.9 de Python et on va utiliser la commande install pour installer JupyterLab. Donc je valide avec entrée. On va attendre que l'installation se termine. Il y a beaucoup de choses à installer donc ne vous en faites pas, ça va prendre un petit peu de temps. Donc une fois que c'est installé, on va juste pour être sûr redémarrer Git Bash. C'est une bonne idée pour que tout soit bien pris en compte. Donc je relance Git Bash. Et on va ensuite pouvoir lancer JupyterLab en passant par le même PyLauncher. Donc on va utiliser py-3.9-m et cette fois-ci on va indiquer directement le nom du module, donc JupyterLab, et ça va nous permettre de lancer JupyterLab à l'intérieur du dossier dans lequel on se trouve. Donc ça c'est bien important, là je suis dans le dossier utilisateur, donc ça va lancer JupyterLab dans ce dossier. Vous allez voir qu'on va retrouver la structure de dossier de mon dossier utilisateur dans JupyterLab une fois qu'il sera correctement lancé.
Donc là, effectivement, vous voyez, on est dans ce dossier. Si je laisse mon curseur sur le dossier, on voit que je suis bien dans c:/user Thibaut et on a tous les dossiers ici. Donc si vous voulez lancer Jupyter Lab dans un autre dossier, eh bien, il faudra naviguer à l'intérieur de ce dossier et lancer cette commande, donc py-3.9-m Jupyter Lab dans un autre dossier. Une fois que vous avez donc correctement installé Jupyter Lab, on va installer une autre bibliothèque que l'on va utiliser dans la suite de la formation. Cette bibliothèque, c'est la bibliothèque Panda, donc avec un S comme ceci. Donc on va réutiliser py-3.9 avec -m pip, cette fois-ci pour installer Panda. Donc n'oubliez pas le S à la fin, tout en minuscule, et je valide avec Entrée pour lancer l'installation. Donc on attend que ça se termine et on va pouvoir ensuite relancer notre Jupyter Lab pour vérifier qu'on a bien accès à cette bibliothèque. Donc l'installation s'est correctement déroulée. Je vais créer un dossier déjà qui va contenir tous les fichiers de cette formation. Donc on va créer un dossier avec mkdir. Je vais l'appeler tout simplement Data Science et je vais naviguer à l'intérieur de ce dossier. À l'intérieur de ce dossier, on va lancer donc Jupyter Lab avec py-3.9-m Jupyter Lab. Donc là encore, on passe par le PyLauncher pour lancer ce module et ça devrait nous ouvrir automatiquement un navigateur Internet. Voilà, sinon vous pouvez vous rendre à l'adresse qui est indiquée ici dans votre terminal Git Bash. Donc on va attendre que ça charge et une fois que c'est chargé, on va créer un notebook. Donc là, si je mets mon curseur, on voit que je suis bien dans le dossier Data Science. Pour créer un notebook, on clique en dessous de notebook ici sur Python 3. Ça va nous créer un notebook, vous pouvez le renommer bien entendu. Donc là, je pourrais renommer ça et l'appeler installation Panda. Ce n'est pas obligatoire, là c'est juste pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Et ici, on va juste faire un test. Donc on va importer la librairie Panda en faisant import pandas avec un S là encore. Je valide avec Shift Entrée. On attend que ça se termine et là, normalement, si vous avez bien installé la bibliothèque Panda, vous devriez avoir l'import qui est correctement effectué. Donc c'est le cas ici, j'ai bien accès à cette bibliothèque et si je l'affiche, donc juste en mettant Panda et en faisant Shift Entrée, on a bien la bibliothèque Panda qui est à l'intérieur de Python 3.9 Seed Packages ici. Donc ça fonctionne parfaitement et on va pouvoir donc par la suite utiliser cette bibliothèque à l'intérieur de nos notebooks dans Jupyter Lab. Donc à chaque fois vous lancez Jupyter Lab dans le bon dossier en utilisant le PyLauncher avec votre version de Python et en utilisant donc le module Jupyter Lab en minuscule sans espace. Dans cette formation, on va utiliser Jupyter Lab, qui est une version de Jupyter Notebook un peu plus avancée, qui va nous permettre donc de créer des notebooks Jupyter et d'écrire nos scripts. Dans cette formation, on va utiliser la version 3.9 de Python. Donc je vais utiliser Python 3.9 et je vais utiliser pip pour installer Jupyter Lab. Donc on va faire -m pip. Donc ça me permet de spécifier avec le -m que je souhaite utiliser le module pip avec Python 3.9. Donc Python 3.9-m pip install et on va installer Jupyter Lab en un seul mot sans tiret, donc tout collé. Je valide avec Entrée et j'attends que l'installation se déroule. Donc vous voyez que c'est assez rapide. Je vais ensuite créer un dossier à l'intérieur de mon dossier utilisateur. Donc là, je me trouve directement dans mon dossier user tbash. Alors je vais créer avec mkdir un dossier que je vais appeler Data Science et je vais rentrer à l'intérieur de ce dossier avec la commande cd. Donc je suis bien à l'intérieur de mon dossier et on va pouvoir lancer maintenant notre Jupyter Notebook avec la commande Jupyter-lab. Donc là, dans ce cas-ci, on met un tiret, on appuie sur Entrée pour valider et ça va ouvrir un onglet dans votre navigateur Internet. Donc une fois que le serveur est lancé, normalement il vous a automatiquement ouvert un navigateur. Si ce n'est pas le cas, vous avez l'adresse à laquelle vous pouvez accéder à votre notebook. Donc avec cette adresse ici qu'il vous indique localhost 2.8888 et le lab et le token. Donc vous pouvez copier cette URL. Moi, il a automatiquement ouvert l'onglet pour moi à l'intérieur de Chrome et je suis bien donc dans mon notebook Jupyter. Donc pour l'instant, on n'a rien. Donc là, on se trouve dans notre dossier Data Science. Donc là, si je mets le curseur sur le dossier, vous voyez qu'on a le chemin qui est affiché. Donc faites bien attention, ouvrez bien votre Jupyter Lab à l'intérieur du dossier de votre projet. Donc là, on a navigué à l'intérieur du dossier Data Science et ensuite on a lancé la commande Jupyter-lab à l'intérieur de ce dossier. Donc là, si je crée des éléments, par exemple ici, si je crée un nouveau notebook, il sera créé à l'intérieur de ce dossier Data Science. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau notebook. Je vais cliquer ici après Notebook sur Python 3 et ça crée un notebook qui s'appelle untitled.ipynb, donc IPython Notebook. Et maintenant, il faut qu'on installe la librairie Panda, qui est la librairie qu'on va utiliser pour faire du traitement de données.
Alors pour installer cette bibliothèque Panda, on va passer par une façon un petit peu détournée. On va utiliser le module 6 et on va utiliser cette syntaxe ici qui va aller chercher l'exécutable qui est utilisé par notre notebook Jupyter. Donc on pourrait passer par Python 3.9 puisque c'est l'exécutable qu'on a utilisé, mais cette façon de faire va vous assurer en fait que vous utilisez bien le bon exécutable qui va être utilisé par Jupyter Notebook, donc par votre notebook ici. Donc on importe le module 6, on met le point d'exclamation, les accolades 6.exécutable. Donc ça va être l'exécutable de Python et ensuite on utilise -m pip install pour installer le module pandas avec pip. Donc je valide en faisant Shift Entrée et là ça va lancer l'installation de Panda. Donc on attend que ça se termine. Moi dans mon cas je l'avais déjà installé, donc vous voyez que ça me dit Requirement Already Satisfied et j'ai bien Panda qui a été installé avec Python 3.9. Donc si je veux importer le module pour vérifier que ça fonctionne, je peux faire Import Pandas, je valide là encore avec Shift Entrée et vous voyez que là notre import s'est bien effectué sans erreur. Donc voilà pour l'installation de JupyterLab qui nous permet de créer des notebooks Jupyter et l'installation de la librairie Panda que l'on va utiliser dans la suite de cette formation. Dans cette partie, on va voir comment lire un fichier CSV avec la bibliothèque Panda. Donc Panda, c'est la bibliothèque qui va nous permettre de réaliser toutes les opérations que l'on souhaite sur nos fichiers CSV ou sur d'autres types de fichiers comme des fichiers Excel ou encore des fichiers JSON. Donc avec cette session, vous retrouverez deux fichiers sources, data.csv et netflixtitles.csv. Donc téléchargez-les et mettez-les dans votre dossier. Et si on double-clique dessus, vous allez voir donc ce que contiennent ces deux fichiers. Le fichier data qui contient en fait tout simplement des personnes avec le prix qu'ils ont payé pour une formation. Donc ce sont des données de test, ce ne sont pas des vraies personnes ni des vraies adresses email. Et tout ça a été généré aléatoirement avec un site qui s'appelle Mokaru. Donc c'est un site très pratique si vous souhaitez générer des données aléatoires pour vous entraîner. Donc ça c'est le premier dataset que l'on va utiliser pour découvrir la bibliothèque Panda. Et ensuite vous avez un fichier CSV qui est netflixtitles.csv qui contient lui cette fois-ci des vraies données qui proviennent de Netflix. Donc tous les films, les séries télé, etc. de Netflix avec leur durée, les acteurs, etc., etc. Donc plein de choses importantes qu'on va pouvoir utiliser dans cette formation. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà créer un Jupyter Notebook. Donc pour ça, sur le launcher ici, vous cliquez sur Python 3 en dessous de Notebook. Sinon, vous pouvez cliquer sur le plus. Donc si vous n'avez pas de launcher d'ouvert, vous cliquez sur le plus pour ouvrir un launcher et vous créez un notebook en cliquant ici sur Python 3. On va renommer notre notebook en faisant un clic droit et en cliquant sur Rename Notebook. Donc on va l'appeler 01 lecture fichier. Je le renomme ici en cliquant sur Rename et je vais également changer l'interface en allant dans Settings ici. Je vais me mettre en mode sombre pour ne pas vous cramer la rétine. Donc maintenant qu'on a notre Jupyter Notebook qui a été créé, je vais également grossir un petit peu l'affichage de mon navigateur pour que vous y voyez quelque chose et je vais collapser donc cette partie ici en cliquant sur le dossier. Donc on va commencer par importer la librairie Panda. Donc on fait import pandas et on l'importe généralement en tant que PD. Alors je le prononce à l'anglaise, vous vous doutez pourquoi, je vous laisse le prononcer en français et vous comprendrez. Donc import pandas as PD et avec donc PD ici, on va pouvoir utiliser diverses fonctions qui vont nous permettre de lire des fichiers, que ce soit des fichiers CSV ou encore des fichiers Excel directement. On a plusieurs formats de fichiers qui sont supportés. Donc pour exécuter cette cellule, je fais Shift Entrée, ça va exécuter la cellule. Quand vous voyez la petite astérisque ici, ça veut dire que l'import est toujours en cours, donc la cellule est en train d'être exécutée. Et une fois qu'on a le numéro ici qui s'affiche, ça veut dire que la cellule a été correctement exécutée. Et ensuite, je vais pouvoir écrire d'autres lignes de code dans d'autres cellules ici. Vous pouvez également changer pour mettre du Markdown à la place du code. Donc si je change ici cette cellule pour mettre du Markdown, vous pourrez par exemple mettre des annotations. Donc par exemple ici on pourrait mettre lecture d'un fichier CSV. Je valide là encore avec Shift Entrée et on peut bien entendu déplacer ces cellules en les prenant et en les déplaçant. Donc là voilà, j'ai une cellule avec du Markdown et ensuite une cellule avec du code. Je vais aller dans cette deuxième cellule ici pour maintenant récupérer les données de mon fichier data.csv. Donc le fichier qui se trouve ici, qui est dans le même dossier que mon notebook Jupyter. Donc pour ça, on va utiliser pd.read-csv. Donc vous avez plusieurs fonctions comme ça. On a read CSV, on a également read Excel ou encore read JSON qui vont vous permettre de lire différents types de fichiers.
Donc nous, on va lire un fichier CSV, on va mettre le chemin vers le fichier, on peut mettre un chemin relatif, donc dans notre cas, on va mettre data CSV, puisque le fichier CSV se trouve dans le même dossier, donc ça c'est vraiment parce qu'il est ici que je peux utiliser ce chemin relatif, sinon vous pouvez mettre le chemin complet vers ce fichier CSV. Donc si vous revenez dans les fichiers ici, vous pouvez faire un clic droit et faire copy path et ça va vous copier automatiquement le chemin de ce fichier. Donc le chemin relatif dans ce cas-ci à partir de mon notebook Jupyter. On va récupérer tout ce que nous retourne cette fonction dans une variable qu'on appelle généralement df. df pourquoi? Pour data frame. Donc data frame comme ceci, c'est en fait le type de l'objet que l'on va récupérer en utilisant cette fonction. Donc je fais Shift Entrée pour exécuter cette cellule et ensuite on va pouvoir afficher df. Donc je fais tout simplement df, je ne suis pas obligé de faire un print si j'ai juste ça dans ma cellule. Donc on peut faire print et ça marchera de la même façon, mais si vous avez juste un élément que vous souhaitez afficher, vous pouvez juste mettre le nom de la variable, faire Shift Entrée et ça va afficher ce que contient cette variable. Donc ça ne va pas tout afficher puisque vous voyez qu'ici on a pas mal de choses. On a 1000 rangées et 10 colonnes. Donc c'est en fait ce que contient notre dataset. Si on va voir notre dataset en cliquant sur Data CSV, on voit ici qu'on a toutes les colonnes et les 1000 rangées qui constituent notre dataset. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, c'est tout simplement récupérer ce dataset, donc ce fichier CSV, dans une variable que l'on va pouvoir par la suite manipuler avec la bibliothèque Panda. Donc voilà comment lire un fichier, tout simplement avec ces fonctions. Comme je vous dis, il y en a plusieurs. Donc read CSV pour les fichiers CSV. Les fichiers CSV, ce sont des fichiers qui sont séparés par des virgules. En fait, c'est ce que signifie cette extension. CSV, ça signifie comma separated values. Donc en fait, c'est des valeurs séparées par des virgules, tout simplement. Et on pourrait donc très bien lire un fichier Excel avec la fonction read Excel si on avait un fichier Excel. Donc voilà comment lire des données avec Panda. Et vous avez maintenant votre notebook Jupyter qui va conserver ces informations. Donc je peux le fermer. Je peux faire Save ici pour sauvegarder mes changements. Et si j'ouvre de nouveau mon fichier en double-cliquant dessus, vous voyez que l'on retrouve tout ce que l'on avait écrit à l'intérieur de notre fichier. Si jamais vous fermez votre JupyterLab, donc si on retourne dans notre terminal, qu'on arrête JupyterLab et qu'on le relance, il faudra réexécuter ces lignes de code. Pour ça, vous pouvez aller dans Run ici et cliquer sur Run All Cells. Donc ça va en fait relancer tout simplement toutes les cellules de votre notebook Jupyter. Donc si je fais Run All Cells, vous voyez que là, tout est relancé et on a les numéros qui sont mis à jour puisque maintenant, ce n'est plus la première, deuxième et troisième exécution, mais la quatrième, cinquième et sixième exécution. Et on peut continuer bien sûr ici avec d'autres lignes de code à l'intérieur de notre notebook. Dans cette partie, on va voir comment récupérer des informations de base sur notre data frame. Donc je vais créer un nouveau notebook Jupyter. Donc ici, dans mon launcher, je vais cliquer sur Python 3 et on va renommer ce notebook. On va l'appeler 02 analyse données et je clique sur Rename pour renommer ce notebook. Donc on va commencer par importer notre librairie Panda et lire les données à l'intérieur du fichier CSV. Donc on fait Import Pandas as PD. Et on peut bien entendu mettre plusieurs lignes de code dans la même cellule. Donc si je fais tout simplement Entrée, je vais pouvoir taper plusieurs lignes à la suite. Donc là, on va refaire notre variable df, pd.readcsv, et on va lire le fichier data.csv. Donc si je valide cette fois-ci avec Shift Entrée, j'ai bien maintenant dans la variable df mon fichier CSV qui est disponible. Donc ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est récupérer seulement certaines parties de notre fichier. Là, quand on fait df, vous voyez qu'il nous affiche les premières lignes. Donc on a les 5 premières lignes et les 5 dernières lignes et quelques informations comme par exemple le nombre de rangées et le nombre de colonnes. Donc les rangées, c'est tout ce qu'on a ici. Et à chaque fois, on a une rangée. C'est vraiment comme un tableau Excel. Et on a les colonnes ici avec ID, date, first name, last name, etc. La première méthode qu'on va voir, c'est la méthode head qui va en fait nous retourner à peu près la même chose, sauf que ça va afficher uniquement les 5 premières entrées. De la même façon, on peut récupérer les 5 dernières entrées avec cette fois-ci tail, donc df.tail, et là vous allez voir qu'on a les 5 dernières entrées uniquement. Donc ça c'est ce qu'on fait généralement pour ne pas avoir trop d'éléments d'afficher. Quand on veut juste avoir un aperçu de notre data frame, on peut utiliser head et tail. Ça peut être assez intéressant de regarder le début et la fin pour voir si ça se ressemble, que ce soit au début du tableau ou à la fin de notre tableau. Donc là on voit que les données sont similaires, que ce soit au début ou à la fin, et head et tail nous permettent de ne pas afficher trop d'informations. Si jamais on souhaite afficher un peu plus d'informations que juste les 5 premiers ou les 5 derniers éléments, on peut spécifier dans head ou dans tail le nombre d'éléments qu'on souhaite afficher. Donc si je mets 10 ici, vous allez voir que j'ai 10 éléments qui sont affichés au lieu des 5 par défaut.
Si on veut savoir le nombre de rangées et de colonnes qui sont à l'intérieur de notre data frame, on peut utiliser l'attribut shape, donc df.shape. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une méthode, c'est vraiment un attribut, donc il ne faut pas mettre de parenthèse. Je valide avec Shift Entrée. Et là, en fait, ça va nous retourner dans un tuple le nombre de rangées et le nombre de colonnes. Donc, on retrouve en fait ce qu'on avait au tout début quand on avait juste affiché df. Si je reviens ici, que je fais df, vous pouvez bien entendu, dans un notebook Jupyter, revenir à un endroit de votre notebook pour modifier le code. Et si je refais Shift Entrée, vous voyez que là, le numéro correspond à la cellule que je suis en train d'exécuter. Donc là, en fait, on était à 1 et maintenant on est à 7 puisque ici, avec le shape, j'étais à 6. Donc ça, c'est juste un petit détail. Et vous voyez que j'ai donc réexécuté cette cellule et on voit que quand on affiche df, tout simplement, on a cette information, donc le nombre de rangées et de colonnes qui est affiché en bas. Donc là, je vais juste enlever le df, je vais juste refaire voilà, le read CSV sans afficher df. Si jamais vous voulez donc revenir à un état un peu plus clean avec les numéros, comme on l'avait vu, vous pouvez faire run all cell comme ça et ça va tout relancer en repartant donc 9, 10, 11, etc. Si vous voulez vraiment tout relancer et ne pas repartir à 9, 10, 11, etc., vous pouvez relancer ce qu'on appelle le kernel en allant dans kernel. Donc vous faites restart kernel. Donc le mieux, c'est de faire restart kernel and clear all output. Et vous pouvez également relancer le kernel et relancer toutes les cellules en un coup. Donc en cliquant sur cette option ici, on clique sur restart. Et là, vous voyez que ça va tout relancer, donc tout le notebook au complet en repartant de 1. Donc petite précision pour revenir à quelque chose d'un peu plus clean si ça vous perturbe d'avoir des numéros différents ici. Donc là, avec Shape, ça nous permet d'afficher très rapidement juste le nombre de rangées et le nombre de colonnes. On peut également afficher les informations sur les colonnes et les rangées en utilisant l'attribut columns. Donc là, ça va nous afficher en fait l'index de nos colonnes. Donc on a un objet de type index avec le nom des colonnes. On peut récupérer à chaque fois ces éléments quand vous avez un objet comme ça qui est un petit peu différent. En fait, c'est un objet Panda. On peut le récupérer sous forme d'objet Python, donc des objets qu'on connaît un peu plus, en utilisant la méthode toList. Donc je fais Shift Entrée et là en fait ça va me retourner cette fois-ci les colonnes sous forme de liste. Donc c'est là encore une petite précision, c'est juste au niveau de l'affichage, voilà, si on met juste colonne, on a cet objet qui peut être un petit peu perturbant. Mais en fait nous ce qui nous intéresse c'est juste le nom des colonnes. Et on peut faire la même chose avec les index, donc on peut faire df.index et dans ce cas-ci index ça va nous retourner ce qu'on a ici en fait. Donc dans notre cas, l'index, c'est tout simplement un numéro, donc 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 1000 dans notre cas, enfin 999, puisqu'on a 1000 rangées et on commence à 0. Donc ça, c'est l'index et on peut bien entendu modifier cet index. Pour l'instant, on a un index qui correspond à des nombres et c'est ce que nous retourne ici cette information. On a un range index, on commence à 0, on s'arrête à 1000 et on a un step de 1. Si on souhaite modifier l'index, on peut le faire. Par exemple, on pourrait souhaiter changer l'index pour mettre l'adresse email à la place d'un numéro arbitraire comme on a actuellement. Et pour ce faire, on peut utiliser cet index. Et on va spécifier le nom de la colonne qu'on souhaite utiliser. Donc dans notre cas, on va utiliser la colonne email. Si je fais ça, je valide avec Shift Entrée, vous voyez qu'on a modifié notre index, donc c'est la valeur qui est utilisée pour chaque rangée ici, et on a bien l'email qui est utilisé maintenant pour notre index. On remarque également qu'on a toujours 1000 rangées, mais on a cette fois-ci 9 colonnes. Donc la colonne de l'email a été enlevée et elle a été utilisée pour l'index, donc on n'a plus 10 colonnes comme auparavant, mais uniquement 9 dans ce cas-ci. Vous remarquerez également que si je refais un print de df, on a encore en index le numéro donc de 0 à 999. Donc pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait une méthode comme ceci, cet index, on ne va pas modifier directement notre variable df. Donc dans beaucoup de fonctions comme celle-ci, vous allez retrouver souvent un paramètre qui s'appelle inPlace, qui va nous permettre de modifier directement l'objet. Alors on pourrait ne pas utiliser ce paramètre inPlace et tout simplement écraser la variable que l'on avait, donc on recrée une variable df qui est égale à elle-même sur laquelle on a modifié l'index. Ça c'est une façon de faire. Et pour faire plus simple, on peut spécifier donc ce paramètre inPlace égale à true. Et si je fais ça, là, ça va vraiment en fait modifier cette variable. Et si je raffiche df par la suite, là, vous voyez que cette fois-ci, df a bien été modifié et qu'on a bien maintenant l'email qui est utilisé pour l'index. Si maintenant j'affiche de nouveau l'index en faisant df.index, vous voyez que cette fois-ci, on a une liste qui contient des objets donc de type email. On voit ici le nom email. On a toujours 1000 éléments, donc 1000 rangées, sauf que cette fois-ci, plutôt que d'avoir des nombres, eh bien, on a des adresses email, donc des chaînes de caractères tout simplement.
Donc voilà comment analyser les données que l'on a à l'intérieur de notre data frame pour afficher tout notre data frame ou certaines parties avec head ou tail. Ça ressemble beaucoup donc à ce qu'on a à l'intérieur de notre fichier Excel ou notre fichier CSV dans ce cas-ci, et ça nous permet d'analyser les données que l'on a, donc d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemblent nos données et également le nombre d'éléments que l'on a avec le nombre de rangées et le nombre de colonnes. Dans cette vidéo, on va voir comment sélectionner différentes données à l'intérieur de notre data frame. Donc là, j'ai ouvert un nouveau notebook Jupyter et j'ai récupéré mon fichier CSV dans une variable df. Donc la première chose qu'on va vouloir faire généralement, c'est récupérer les informations d'une colonne en particulier. Si j'affiche mon data frame, donc juste les 5 premières entrées avec la méthode head ici, je pourrais par exemple vouloir afficher uniquement la colonne email. Pour ça, on peut utiliser les crochets et indiquer dans une chaîne de caractères le nom de la colonne qu'on souhaite récupérer. Sur cette colonne, je peux réutiliser la méthode head qui me permet de n'afficher que les 5 premiers éléments. Si je n'utilise pas cette méthode, ça va m'afficher là encore les 5 premiers et les 5 derniers éléments. Mais cet objet, on peut très bien utiliser la méthode head dessus pour ne récupérer que les 5 premières entrées. On peut également récupérer une colonne en utilisant l'attribut du nom de la colonne. Alors ça marche si on a une colonne qui n'a pas d'espace dans le nom. Si vous avez des espaces, il faudra passer par cette façon de faire. Mais dans le cas de l'email, par exemple, on peut faire df.email, donc en fait la colonne sous forme d'attribut, et ça va nous retourner exactement la même chose que ce qu'on avait avec les crochets. Donc une autre façon d'accéder aux données d'une colonne. Vous allez voir que là, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est la différence entre le data frame et les séries. Alors on ne va pas rentrer à fond dans le détail de NumPy et tout ce qui se passe en arrière-plan, mais c'est quand même assez important de comprendre ces deux objets qui sont les deux types d'objets avec lesquels on travaille régulièrement avec Panda. Donc si j'utilise la fonction type sur df, vous allez voir qu'on a ce qu'on appelle un data frame. Si par contre j'utilise la fonction type sur df.email, donc sur la colonne email de mon data frame, cette fois-ci j'ai un objet qui s'appelle series ici. Et donc en fait, tout simplement pour résumer la chose, data frame c'est le tableau complet, donc avec des rangées et des colonnes. Et series, c'est tout simplement une seule colonne à l'intérieur de notre data frame. Donc si je reviens dans mon fichier CSV, dans data.csv ici, notre data frame, donc df dans ce cas-ci, c'est vraiment tout ce qu'on a ici. C'est à la fois des rangées ici et des colonnes, donc plusieurs colonnes avec la colonne ID, date, first name, etc. Et une série, ça va tout simplement être un seul élément ici, donc par exemple la colonne last name, la colonne email ou encore la colonne gender. Donc en fait un data frame, si vous voulez, c'est comme un agencement de plusieurs séries, les unes avec les autres. Vous remarquez cependant, quand on affiche une série, donc comme on le fait ici avec df.email, qu'on a quand même un numéro qui est associé. Donc on a quand même un index à chaque fois, 0, 1, 2, 3, 4 ici, qui est associé à chaque adresse email. Donc même si on n'a en fait qu'une seule colonne, on va quand même avoir à chaque fois un index qui va être associé aux éléments de cette colonne. Donc pourquoi c'est important en fait cette distinction? Tout simplement parce que certaines opérations ne seront possibles que sur des séries et d'autres opérations que sur des data frames. Donc c'est important de bien savoir quel type d'objet vous avez. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez utiliser cette fonction type pour afficher si vous êtes en présence d'un data frame ou d'une série. Et avec l'habitude, vous verrez que, comme je vous dis, en fait certaines méthodes ne sont pas disponibles sur les séries mais sont disponibles sur les data frames, ou alors également que certaines méthodes sont disponibles sur les deux. On l'a vu avec head. Head, on peut l'utiliser sur une série ou sur un data frame. Et dans les deux cas, ça fonctionne et ça ne nous affiche que les 5 premiers éléments du data frame ou de la série. Mais par la suite, vous verrez qu'on a notamment des fonctions qui nous permettent d'analyser certaines choses qui ne seront pas disponibles sur un data frame, mais qui seront disponibles sur une série. Donc voilà pour cette parenthèse. N'hésitez pas à utiliser la fonction type pour savoir avec quel type d'objet vous travaillez. Donc revenons maintenant à la sélection de certaines données à l'intérieur de notre data frame, donc df ici. On peut également utiliser les crochets pour récupérer un intervalle. Donc si par exemple sur mon data frame ici je souhaite récupérer les éléments avec l'indice ici qui va de 10 à 20, je peux dans les crochets mettre 10 de point 20, donc exactement comme un slice quand on fait une liste. Quand on a une liste en Python, on peut faire un slice comme ceci avec un premier et un deuxième élément. Et là, vous voyez que je récupère uniquement les éléments qui vont de 10 à 19. Donc là, c'est exclusif. Si on va jusqu'à 20, ça va s'arrêter à 19.
Donc là, bien faire attention, on n'utilise pas la colonne ID. Là, on a une colonne ID qui est présente dans notre data frame, mais ce n'est pas avec cette colonne que l'on va cibler les éléments. C'est vraiment avec l'index que l'on a ici, donc 10, 11, 12, 13, etc. jusqu'à 19, puisque le 20 est exclusif. Pour récupérer ces éléments, on peut également utiliser lock. Donc on fait df.lock et on peut remettre là avec des crochets 10, 2 points et par exemple 13 dans ce cas-ci. Alors il faut bien faire attention avec lock ici, c'est des crochets qu'on utilise. C'est un peu perturbant au début, je sais, on a envie de mettre des parenthèses, mais non, c'est bien des crochets qu'il faut mettre. Donc df.lock et là encore, on va cibler les éléments qui vont de 10 à 13. Et la différence avec lock, c'est que cette fois-ci, le 13 sera inclus. Donc ce n'est pas comme avec notre slice ici où le 20 n'était pas inclus. Avec lock, on va aller de 10 à 13 et le 13 est inclus. Il faut bien faire attention, lock ici, ça va nous permettre de cibler en fait l'index que l'on a dans notre data frame. Dans ce cas-ci, notre index, c'est en fait une valeur numérique. Donc on peut récupérer ces différentes valeurs avec 10, 2.13. Mais si on a un index différent, par exemple si on utilise l'email, lock va nous permettre de récupérer une rangée à partir de l'email. Donc dans ce cas-ci, ce serait avec une chaîne de caractères. Donc je vais vous montrer ça. Je vais faire une variable que je vais appeler df_email et qui va être égale à df.setIndex. Et on va utiliser donc la colonne email pour modifier l'index et utiliser l'email à la place des numéros ici. Donc si j'affiche df email et je vais utiliser head, vous voyez que cette fois-ci, on a bien l'email qui est utilisé comme index. Donc maintenant, ce que je peux faire sur df email, c'est utiliser lock avec là encore les crochets et cette fois-ci, aller cibler une adresse en particulier. Donc je vais copier cette adresse mail ici, je vais la mettre sous forme de chaîne de caractères dans les crochets de lock ici, je valide avec Shift Entrée et là vous voyez qu'on se retrouve avec un objet qui, si vous avez bien suivi, est un objet qui est un petit peu particulier puisque ce n'est plus un data frame mais bien un objet de type série. Donc si je fais type de tout ça, on a bien une série ici. Et donc qu'est-ce qu'on a dans cette série? Eh bien on a tout simplement le nom de la colonne cette fois-ci. Donc vous voyez que dans la série tout à l'heure on avait des nombres et cette fois-ci on a le nom de la colonne. Donc quand avec lock, on va chercher une entrée précise dans notre tableau, donc une rangée précise dans ce cas-ci, on va avoir dans notre série le nom de la colonne et les valeurs qui sont associées. Donc là encore, on a un objet de type série avec, comme je vous disais, un index et des valeurs. Si on veut récupérer uniquement les valeurs, on peut utiliser values et là, on se retrouve avec un array qui nous permet de récupérer toutes les valeurs qui sont associées à cette adresse email. Là encore, on pourrait utiliser toList pour transformer cet objet array en objet Python, qui est une liste Python tout simplement. Et là, on retrouve toutes les valeurs qui sont associées à cet email. On peut bien entendu, avec lock, aller chercher plusieurs emails différents. Là, on est allé en récupérer un seul, mais tout comme tout à l'heure, on est allé récupérer différentes informations en allant de 10 à 13, eh bien, on pourrait sélectionner plusieurs adresses email avec lock. Donc, je vais copier cette ligne ici, df email, et je vais rajouter une adresse email. Donc je vais juste réafficher df email pour voir ce que j'avais comme adresse. Donc on va aller en chercher une autre, par exemple celle-ci en plus. Donc je vais remettre mon .lock, les crochets, et cette fois-ci on va passer une liste qui va contenir plusieurs éléments. Donc on va passer une première adresse email et on va récupérer notre deuxième adresse email qu'on avait précédemment et la mettre ici. Donc là on utilise lock de nouveau, avec un premier crochet ici qui s'ouvre et qui se ferme et qui va contenir une liste avec deux adresses email. Donc si j'exécute cette cellule avec Shift Entrée, vous voyez qu'on se retrouve cette fois-ci non plus avec un objet de type série, mais avec un objet de type data frame. Donc là encore, vous voyez l'importance de bien comprendre le type d'objet que l'on a. Si vous n'êtes pas sûr, là encore, on fait un type, mais vous voyez avec l'affichage que en fait, on a une indication quand on a un affichage qui ressemble à ce qu'on avait un petit peu plus haut. Je ne l'ai plus ici. Voilà ce qu'on avait ici. Donc si j'enlève le point values, là vous voyez quand on a juste deux éléments comme ça, en fait, ça indique qu'on est en présence d'une série. Et quand on a un tableau comme ceci, eh bien, ça nous indique qu'on est en présence d'un data frame. Si vous n'êtes pas sûr, là encore, vous utilisez la fonction type. Donc vous voyez que lock, ce n'est pas forcément pour aller cibler des éléments qu'avec un nombre. Ça peut être en fait également des chaînes de caractères. Donc ça va dépendre en fait de ce que vous utilisez comme index dans votre data frame. Et également, lock, ça nous permet de récupérer une seule donnée ou plusieurs données. Donc vous pouvez récupérer une seule rangée ou plusieurs rangées et avoir un objet de type série ou un objet de type data frame en fonction de ce que vous récupérez. Donc là, on va cibler les deux rangées dans mon tableau qui correspondent à ces deux adresses email. Donc voilà comment récupérer des données précises à l'intérieur de notre data frame, que ce soit avec un range ici comme ce qu'on avait au début ou avec des chaînes de caractères quand on a une adresse email. Généralement, c'est assez rare, à moins qu'on ait vraiment envie de cibler quelque chose de très précis, c'est assez rare qu'on ait besoin d'utiliser ces fonctions.
Généralement, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt des filtres pour aller filtrer notre tableau selon certaines valeurs, pour par exemple récupérer uniquement les entrées dans notre data frame qui ont une valeur, donc male ici par exemple pour la colonne gender. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie avec les filtres. Dans cette vidéo, on va voir comment filtrer les données de notre data frame. Donc j'ai créé un nouveau Jupyter Notebook qui s'appelle donc 04 les filtres. Donc en fait, vous allez voir que régulièrement, on n'a pas vraiment besoin de cibler une rangée en particulier. Ce qui va nous intéresser par contre, c'est de cibler différentes rangées de notre data frame en fonction des valeurs qui sont présentes dans certaines colonnes. Donc pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle des filtres. Donc on va sélectionner par exemple la colonne gender qui correspond au genre de chaque personne de notre data frame. Donc si j'affiche df avec entre crochets gender, vous voyez qu'on a une série ici avec à chaque fois une valeur qui est soit male, soit female. Et on a certaines valeurs également qui sont indiquées comme NaN. Donc ça signifie en fait que c'est des valeurs qui ne sont pas renseignées. On verra dans une prochaine partie comment gérer ces valeurs. Donc pour l'instant, on a juste récupéré ici la colonne qui correspond au genre de chaque personne dans mon data frame. Je vais pouvoir faire des vérifications avec cette colonne avec un opérateur de comparaison comme le double égal qui va me permettre de vérifier si les valeurs dans chacune des colonnes sont égales ou non à la chaîne de caractères male dans ce cas-ci. Et en fait, si on fait ça, vous allez voir que ça va nous retourner une série, sauf que cette fois-ci, à la place des valeurs, on va avoir un booléen true ou false en fonction de si la condition est vérifiée ou non. Donc par exemple, dans la première rangée ici, on avait la valeur male, donc c'est égal à cette chaîne de caractères male, donc on a true. Pour la deuxième, on avait female, donc on a false, etc. pour chacune des rangées. Donc vous allez me dire c'est bien sympa, mais pour l'instant ça ne sert pas à grand chose puisque ici on récupère juste des booléens. Nous ce qu'on aimerait c'est récupérer les données de base, donc les données de notre data frame au complet en fonction de la valeur qui est contenue dans cette colonne. Donc en fait ce qu'on va pouvoir faire c'est récupérer ce filtre et l'indiquer à l'intérieur des crochets de notre data frame. Donc quand je dis ça en fait ce que je veux dire c'est que on va faire notre data frame avec des crochets. Et à l'intérieur de ces crochets, plutôt que de spécifier par exemple une colonne, eh bien on va spécifier notre filtre. Donc là, je vais prendre tout ce que j'ai mis ici, je vais le copier et je vais le coller à l'intérieur des crochets. Et là, cette fois-ci, en fait, on va filtrer notre data frame avec cette condition. Donc je fais Shift Entrée pour exécuter et vous voyez qu'on se retrouve ici donc avec notre data frame, mais on n'a plus que les rangées ici qui ont le genre male en valeur dans cette colonne. Donc toutes les rangées female ou les rangées qui ne contenaient pas les bonnes valeurs, donc des valeurs NaN comme on avait vu précédemment, ne sont pas inclus. Et si on regarde ici, on a beaucoup moins de rangées que précédemment. On a toujours 10 colonnes, ça c'est normal, mais au lieu d'avoir 1000 rangées, on n'en a plus que 438. Et si à la place de male, je mets female, vous voyez qu'on en a 493. Et donc si vous faites un petit calcul, 493 plus 438, ça ne fait pas 1000, et c'est normal puisqu'on avait certaines valeurs qui étaient non renseignées, donc comme on avait vu au début, des valeurs NaN, donc c'est normal qu'on n'ait pas 1000 en tout, puisqu'on a certaines cases qui ne contenaient ni female ni male. Ok ? Donc ça, c'est un filtre, tout simplement. Vous voyez, c'est très simple. Ça fait un peu bizarre au début, puisqu'en fait, on a deux fois df ici, on a des crochets un peu partout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une condition ici qui est utilisée pour filtrer notre data frame. Et bien sûr, cette condition, on pourrait la mettre dans une variable avant. Je pourrais ici faire une variable qui s'appellerait female filter. Et je pourrais utiliser cette variable ici si vous voulez avoir un code qui est un peu plus facile à lire. Et là, on se retrouve avec le même résultat. On peut faire plein d'opérations comme celle-ci, vous allez voir à quel point Panda est très puissant pour faire ce genre de filtre. Je vous jure, vous ne voudrez jamais retourner dans Excel une fois que vous aurez appris à maîtriser Panda. Donc ce qu'on pourrait vouloir faire également, c'est filtrer sur la liste des pays. Donc là, on a différents pays qui sont possibles, le Canada, United States, on a la France également, et là encore, certaines valeurs qui ne sont pas renseignées. Alors vous allez voir que pour les filtres, en fait, il y a quelques petites particularités. Par exemple, si on souhaite filtrer sur donc country ici, on va vouloir potentiellement filtrer sur plusieurs valeurs. Donc on pourrait penser qu'on peut utiliser la syntaxe de Python, ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Ici, vous pourriez dire df country in et mettre un tuple, par exemple, avec différentes valeurs, avec France et avec Canada. Et en fait, malheureusement, on ne peut pas utiliser cet opérateur in qui, en Python, nous permet de vérifier si une valeur se trouve à l'intérieur d'une liste ou d'un tuple comme ici.
Par contre, ce qu'on va pouvoir faire dans ce cas-ci, c'est utiliser une méthode qui s'appelle isIn. Et cette méthode, on va pouvoir lui passer un tuple ou une liste. Donc en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vérifie si la valeur de chacune des cellules ici est comprise dans la liste. Donc dans le tuple ici, on pourrait mettre une liste et ça fonctionnerait de la même façon. Donc dans la liste ou le tuple ici, France-Canada. Donc là, si je fais ce genre d'opération, vous allez voir qu'on se retrouve encore une fois avec un filtre, avec true ou false en fonction des valeurs que l'on a dans notre data frame. Et donc ce filtre, on va pouvoir l'utiliser pour filtrer notre tableau. Donc pour ça, je vais le mettre ici par exemple dans une variable que je vais appeler country filter. Et on n'oublie pas le symbole d'égalité. Je mets ça dans cette variable et ensuite je vais filtrer mon data frame avec country filter. Et là, vous voyez qu'on se retrouve avec un data frame qui contient tous les pays qui sont contenus dans France ou dans Canada. Donc on n'a plus les pays comme États-Unis, Maroc ou les valeurs qui n'étaient pas renseignées. Et on a 569 rangées ici. Ok, donc vous voyez qu'il faut vraiment aller regarder la documentation si vous souhaitez savoir en fait comment faire certaines opérations. Ce n'est pas tout le temps exactement la même chose qu'avec Python, mais ici c'est assez explicite quand même. Is-in, on comprend très facilement ce que ça veut dire. Également, vous allez voir que parfois, il y a quelques petites opérations à faire. Imaginez qu'on souhaite filtrer sur le prix, donc price paid ici. Eh bien, le prix ici, le problème, c'est que ce n'est pas un nombre. On a le symbole $ ici, donc en fait, c'est une chaîne de caractères. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est modifier certaines valeurs de notre data frame. On y reviendra par la suite plus en détail. Mais pour l'instant, pour vous montrer, si on essaye de faire un filtre en disant donc df de price paid plus grand que 5, donc on essaye de récupérer en fait toutes les valeurs de notre tableau qui comprennent un prix plus grand que 5, là on aura une erreur. Et quel est le type de l'erreur? C'est une erreur que vous connaissez normalement en Python, qui est une erreur de type, puisqu'on ne peut pas comparer des chaînes de caractères avec des nombres. Donc là en fait il essaie de comparer ces chaînes de caractères qui contiennent le symbole $, et il essaie de comparer ça au nombre 5, et il n'y arrive pas, et donc on a cette erreur. Alors, on peut faire des modifications comme je vous disais. Là, ça rentre un peu plus dans le détail. Je vais vous montrer le code qui nous permettrait de convertir ces données et ensuite de les filtrer. Donc, ce que je fais ici, c'est tout simplement une copie de mon data frame avec la fonction copy. Donc, je copie ça dans une variable que j'appelle dftest. Et ensuite, on va modifier la colonne price paid. Donc, rappelez-vous, on peut accéder à une colonne en attribut comme ceci, donc sans les crochets, mais ça revient au même que si je faisais ici les crochets avec une chaîne de caractères. Mais on peut très bien aussi donc utiliser l'attribut, qui est une autre façon de l'écrire. Et ce que je fais ici, c'est que j'utilise la méthode apply sur cette colonne et j'applique une fonction lambda ici qui me permet de remplacer sur chaque élément de cette colonne le symbole $ par une chaîne de caractères vide. Donc on va enlever ce symbole $ et ça va nous permettre par la suite de convertir donc les données que l'on a dans notre data frame en float. Pour ça, j'utilise la méthode asType et je dis que je veux donc convertir le type de mes données au format float, ce qui va me permettre par la suite donc de comparer les valeurs dans cette colonne price paid avec le nombre décimal 5.0. À chaque fois, vous voyez que j'écrase ce que j'avais dans price paid ici, donc on fait df price paid égale à cette fonction sur laquelle on applique. Ensuite, pareil, price paid égale la même chose mais asType. Et ensuite, on peut faire cette vérification. Donc là, j'exécute tout ça et vous voyez qu'on a 696 rangées qui sont au final dans notre data frame. Et si on regarde la colonne price paid, on a effectivement que des valeurs qui sont supérieures ou égales à 5.0. Donc je ne rentre pas dans les détails, comme je vous dis, c'est un petit peu plus avancé, mais ça vous permet de voir que en fait, il y a moyen, bien entendu, de modifier les variables. C'est comme avec Python, il faut toujours penser au type des objets que l'on manipule. Forcément, vous ne pouvez pas comparer des chaînes de caractères avec des nombres, donc il arrive dans certaines situations que l'on ait besoin de faire ce type d'opération. Donc voilà pour les filtres. Comme je vous disais, c'est un sujet qui est quand même très puissant, qui vous permet de faire certaines opérations très facilement comme on l'a vu au début, qui peut devenir aussi très complexe rapidement si vous avez des cas un peu spécifiques, mais vous voyez que déjà avec des choses assez simples comme ce qu'on avait ici au début, avec les filtres, on peut donc rapidement récupérer certaines informations et filtrer notre data frame. Pour l'instant, dans notre data frame, on a pas mal de colonnes et toutes ces colonnes ne vont pas forcément nous servir à quelque chose. Par exemple, le first name, last name ou encore l'adresse email ou l'adresse IP, ce ne sont pas des informations qui vont m'être utiles. Et donc pour aller un peu plus vite, pour avoir un tableau qui va être un peu plus rapide à analyser, on va pouvoir enlever des colonnes de notre data frame. Pour ça, on peut utiliser la méthode drop, donc df.drop.
et on va lui spécifier la colonne que l'on souhaite enlever. On pourra en mettre plusieurs bien entendu et on va y revenir plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je vais juste spécifier la colonne IP adresse. Il va falloir spécifier un axe puisqu'on peut supprimer des données sur les deux axes. Donc quand on parle d'axe, en fait, on va avoir l'axe 0 ou l'axe 1. L'axe 1, ça va être l'axe des colonnes, donc dans ce sens-ci, avec par exemple la colonne email, la colonne gender, IP adresse, etc. Et l'axe 0, ça va être les rangées. Donc par exemple, si on souhaitait supprimer certaines rangées à l'intérieur de notre data frame. Donc dans ce cas-ci, je vais supprimer sur l'axe 1, puisque ce que je veux supprimer, la colonne IP adresse, c'est une colonne, donc on est sur l'axe 1. OK ? Donc je valide en faisant Shift Entrée, et là vous voyez qu'on a correctement supprimé cette colonne de notre tableau. Si je raffiche par la suite mon data frame, vous voyez que la colonne est toujours présente. Donc rappelez-vous, ça c'est tout simplement parce que je n'ai pas spécifié le paramètre inPlace égale à true. Donc là, deux façons de faire, on met inPlace égale à true ou alors on écrase notre variable. Moi je préfère utiliser inPlace. Donc je refais cette opération Shift Entrée une deuxième fois. Et si je raffiche df ici, vous voyez que cette fois-ci, on a bien notre variable qui a été modifiée. Donc ça, c'est sur l'axe 1. Comme je vous disais, en fait, on a supprimé une colonne. Mais on pourrait très bien supprimer également des rangées. Pour que ce soit bien explicite, je vais changer l'index et je vais utiliser pour index le genre de chaque personne dans mon data frame. Donc on va faire df.setIndex et on va spécifier la colonne gender. Et là encore, je vais faire ça inPlace. Donc on met inPlace égale true. Si j'exécute ça et que je raffiche df, vous voyez que cette fois-ci, on a en index le genre de chaque personne dans mon tableau. Et on va pouvoir, si on le souhaite, supprimer certaines rangées, cette fois-ci, de notre data frame avec une certaine valeur. Donc là, par exemple, on souhaiterait supprimer toutes les rangées qui ont le genre mail dans notre tableau. Donc pour ça, on peut refaire drop, donc df.drop. On va spécifier qu'on souhaite supprimer les rangées qui contiennent mail ici. Et cette fois-ci, on va utiliser l'axe 0. Donc vous voyez que l'axe a vraiment une importance et que ça va nous permettre de supprimer soit des colonnes, soit des rangées. Dans ce cas-ci, on va supprimer donc toutes les rangées qui contiennent mail ici comme index. On va le faire inPlace, donc je remets inPlace égale à true. Je valide avec Shift Entrée et si je raffiche le head de mon df, on voit que cette fois-ci, on n'a plus que les rangées qui contiennent female ici comme index. Ok, donc vous voyez que vraiment cette méthode drop, elle permet de faire les opérations dans les deux sens en fonction de l'axe, donc l'axe 0 pour les rangées et l'axe 1 pour les colonnes. On peut bien entendu supprimer plusieurs colonnes d'un coup en spécifiant une liste. Donc si je refais df drop et que à l'intérieur des parenthèses je spécifie une liste, je pourrais supprimer plusieurs colonnes comme ceci. Donc en faisant par exemple first name, ensuite last name. Et on va également supprimer par exemple l'adresse email dont on n'aura pas besoin. Je vais spécifier l'axe là encore, donc axis égale 1 puisque là on est sur les colonnes et on met inPlace égale à true. Je valide et si j'affiche df de nouveau, vous voyez qu'on a pu supprimer plusieurs colonnes d'un coup. On va également pouvoir supprimer la colonne ID. Je vais vous montrer une autre façon de faire encore pour supprimer une colonne et c'est tout simplement avec l'instruction del et on peut spécifier ici une colonne à supprimer en utilisant les crochets, donc df crochet ID pour spécifier donc la colonne ID et l'instruction del va supprimer cette colonne. Et là, dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de spécifier de inPlace ou quoi que ce soit, ça va vraiment supprimer cet objet de notre variable df, donc de notre data frame. Donc si j'exécute ce code, on va supprimer cette colonne. Si je veux le vérifier, je refais un print de df et là, vous voyez qu'on a bien la colonne ID qui n'est plus présente dans notre data frame. Donc voilà différentes façons de faire, soit avec drop. Drop, il faut vraiment bien tenir compte de l'axe, donc vraiment comprendre ce que l'on fait, sur quel axe on modifie les données, bien comprendre donc notre index et nos colonnes. Vous voyez qu'on peut très bien modifier l'index là encore et que ce n'est pas forcément donc toujours un numéro, que ça peut être aussi comme ici une chaîne de caractères. Et drop qui nous permet donc également de supprimer plusieurs colonnes d'un coup, ce qui est assez courant en fait. Généralement quand on a un data frame, c'est rare qu'on ait besoin d'utiliser toutes les informations qui sont dans ce data frame. Donc très régulièrement en fait, on va au début supprimer les informations qui ne nous intéressent pas pour avoir un data frame plus petit qui va être plus rapide à manipuler. Vous l'avez probablement vu, dans certaines colonnes de notre tableau, on a parfois des rangées qui contiennent des valeurs qui sont manquantes. Donc ça arrive, c'est très courant dans des données qu'il y ait parfois des informations qui manquent et ces informations, il va donc falloir les traiter. Alors pour voir déjà un petit aperçu de là où on a des informations qui manquent, on peut utiliser plusieurs méthodes.
La première méthode, c'est isNull, et ça, on peut l'appliquer sur le data frame au complet, et ça va nous afficher dans chacune des rangées et des colonnes les endroits où on a parfois des données qui sont nulles. Donc par exemple, sur la colonne tax ici, vous voyez que pour la première rangée, donc à la rangée 0 ici, on a true dans le tax. Et si j'affiche le data frame, donc sans afficher le isNull, vous voyez effectivement que pour cette première rangée, on a une valeur NaN ici, qui est une valeur nulle, donc qui signifie not a number en fait. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas de données pour la taxe de cette première rangée. Et vous voyez par exemple pour le country, donc le pays, ici sur la rangée 996, on a également cette valeur NaN. Donc si je raffiche le isNull, comme ceci, si j'arrive à bien l'écrire, isNull, vous allez voir que de la même façon pour cette rangée, donc 996, pour le pays, on a un true ici qui est affiché. Vous avez également l'inverse, c'est-à-dire not null. Donc ça va tout simplement être l'inverse de isNull. Ça va nous afficher false quand on a une valeur qui n'est nulle et true quand on a une valeur qui n'est pas nulle. Donc not null, ça veut dire pas nul. Donc c'est assez explicite. Et si vous vous souvenez de la partie sur les filtres, ça devrait faire tilt, puisque du coup on va pouvoir utiliser par exemple cette information comme un filtre pour filtrer sur une certaine colonne les informations qui ne contiennent pas de valeur. Donc si je reprends mon data frame et qu'entre crochets je mets cette fois-ci df par exemple sur la colonne tax et que sur cette colonne tax on utilise not null, et bien en fait on va utiliser donc ce filtre sur notre data frame au complet. Donc je vais déjà vous montrer le filtre tout seul. Vous voyez que là du coup pour notre colonne tax on va avoir false, false, true, false, etc. Donc des booléens qui vont dire si on a oui ou non une valeur nulle. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est filtrer pour n'afficher que les valeurs qui ne sont pas nulles. Donc je remets tout ça à l'intérieur de mes crochets dans df, on l'utilise en tant que filtre, et là vous voyez que du coup ça nous permet de filtrer notre tableau. Et si on regarde dans la colonne tax ici, on a à chaque fois des données, donc on n'a plus les valeurs NaN, donc les valeurs nulles qui étaient précédemment dans notre data frame. Donc ça c'est une façon de filtrer notre data frame avec ce filtre, donc avec not null ou avec isNull. On pourrait inverser le not null et mettre isNull à la place, et là on récupérerait en fait toutes les rangées qui contiennent une valeur qui n'est pas renseignée ici pour la taxe. Ok, donc ça c'est une des façons de faire. Ensuite on peut remplacer ces valeurs, puisque là on fait juste récupérer avec un filtre les rangées qui contiennent ou non des valeurs nulles, et ce qu'on va vouloir faire généralement c'est remplacer ou enlever carrément ces valeurs de notre tableau. Donc ce qu'on peut faire pour ça, c'est utiliser la méthode fillNA. Ça va nous permettre de remplir certaines informations avec des valeurs. Alors on pourrait reprendre notre colonne tax ici et dire qu'on veut utiliser la méthode donc fillNA, et ensuite à cette méthode on peut lui passer différentes choses. On peut lui passer déjà la valeur qu'on souhaite utiliser. Donc si on souhaite remplacer tous les endroits ici dans la colonne tax où on a une valeur qui n'est pas renseignée par 0, il suffit de mettre 0 ici. Et si j'affiche la colonne, vous voyez que par exemple pour les deux premières rangées, on a remplacé la valeur NaN par 0, tout simplement. On pourrait également utiliser d'autres méthodes. On a le paramètre méthode qui nous permet de spécifier différentes façons de remplir ces données. Par exemple, on peut utiliser bfill qui va utiliser les valeurs autour pour remplir notre colonne. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder autour des rangées. Il va voir que, par exemple, on a 20 à la rangée 2 et il va utiliser cette valeur pour remplir la rangée 0 et la rangée 1. Alors ça, c'est une façon de faire qui n'est pas forcément la meilleure puisqu'en fait, on va modifier les données. Dans notre cas, ici, il s'agit de la taxe et on n'a pas envie en fait de rajouter une taxe supplémentaire. Si on a une valeur qui est nulle ici dans la taxe, ça veut dire probablement qu'il n'y avait pas de taxe appliquée pour ce pays. Donc par exemple pour le Canada ou les United States. Donc si on utilise cette méthode, ça veut dire qu'on va rajouter une taxe de 20% qui n'était pas là. Donc dans ce cas-ci, ce ne serait pas forcément la meilleure façon de faire. Ce qu'on va préférer faire plutôt, c'est enlever ces données, donc enlever les données de notre tableau, ou alors faire comme on avait fait précédemment, c'est-à-dire mettre une valeur nulle. Donc là, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez faire. On peut considérer donc qu'on ne veut pas ces rangées, on peut considérer qu'on va mettre une taxe de 0, ou alors la méthode que je viens de vous montrer, d'utiliser les valeurs environnantes. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement choisir d'enlever ces rangées de notre tableau. Donc on a vu comment faire avec le filtre. On peut aussi utiliser une autre méthode qui est spécifique
pour ce genre de choses, donc, puisque le filtre, en fait, ça permet de faire plein de choses, mais on a une méthode qui s'appelle dropNA qui, elle, va nous permettre d'enlever automatiquement ces valeurs nulles, et on va lui spécifier dans le paramètre subset les colonnes que l'on souhaite cibler. Donc si en fait on fait juste dropNA, ça va enlever toutes les rangées qui contiennent une valeur qui est nulle, peu importe la colonne. Donc là en fait dans notre tableau, on sera assuré que peu importe la colonne, on n'aura aucune valeur nulle dans le tableau. Et vous voyez qu'on a enlevé énormément de rangées, on en avait 1000 au départ et maintenant on n'en a plus que 588. Donc ça c'est vraiment assez agressif. Si on veut, on peut cibler donc une colonne précise ou plusieurs en mettant subset et à l'intérieur d'une liste, on va mettre les colonnes que l'on souhaite cibler. Donc si je cible juste la colonne des taxes, on a un peu plus de rangées, donc 654 ici, et vous voyez qu'on n'a plus de valeur nulle dans la colonne taxes. Donc ça agit vraiment juste sur cette colonne. Dans la colonne taxe, si on regarde par contre dans les autres colonnes, donc par exemple le genre ou le pays, là on voit qu'on a encore des valeurs nulles qui sont disponibles dans ces autres colonnes. Également, cette méthode dropNA, elle a le fameux paramètre inPlace, puisque actuellement, si je ne le mets pas et que je raffiche mon dataset, vous allez voir qu'on a encore ces valeurs nulles qui sont dans la colonne taxe. Donc si vous voulez vraiment appliquer ceci sur votre data frame, il faut là encore utiliser inPlace, le mettre à true et ça va directement remplacer ces données, en fait les enlever dans ce cas-ci. Et si je réaffiche mon data frame, là on a bien enlevé toutes ces rangées et on n'a plus que 654 rangées à l'intérieur du data frame. Donc voilà comment traiter ces valeurs manquantes, comment les afficher, comment les repérer et comment les enlever si on le souhaite. Également comment les remplacer avec différentes méthodes. Donc là c'est vraiment à vous de voir, c'est un choix que vous devez faire. C'est là que vous voyez que les gens qui travaillent dans les data science ont des choix à faire et que ces choix peuvent avoir des grandes conséquences. C'est pour ça que des fois, on parle en fait des problèmes du traitement de données, puisque dans ce cas-ci, bon, c'est juste une taxe, mais imaginez qu'on travaille sur des données un peu plus sensibles, par exemple des données de crimes ou de choses du genre dans certains quartiers, et qu'on souhaite investiguer les endroits où il y a le plus de crimes qui se passent. Et bien là, si on commence à remplacer les valeurs qui ne sont pas remplies, donc les valeurs nulles, par des valeurs environnantes, ça peut complètement fausser les résultats et avoir des conséquences assez importantes. Donc faites très attention à ça, soyez bien conscient de ce que vous pouvez faire avec vos données. Des fois, il vaut mieux supprimer des données plutôt que les altérer et d'avoir une conclusion à partir des données qui n'est pas vraiment représentative des données qu'on avait au départ. Dans cette partie, on va voir comment ajouter des colonnes à notre data frame. On va pouvoir faire énormément de choses, on peut ajouter des colonnes avec des valeurs par défaut, mais ce qui est très intéressant, c'est notamment de pouvoir faire des calculs entre différentes colonnes. Dans notre cas, ce qu'on va vouloir faire, c'est calculer le prix final, puisque actuellement, si j'affiche mon data frame, on a le prix que le client a payé, on a la taxe, et nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir le prix final, donc moins la taxe, c'est-à-dire que par exemple, pour 3,73 $ ici, on va enlever 20%, et on va ajouter ce prix final dans une colonne. Donc on va pouvoir faire comme ça des calculs entre différentes colonnes à l'intérieur de notre data frame. Donc la première chose que je vais faire, c'est remplacer les valeurs ici qui sont nulles par des valeurs de 0, puisque si on a une valeur non renseignée ici, on va considérer qu'il n'y a pas eu de taxe appliquée. Donc je vais remplacer ces valeurs grâce à la fonction fillNA, donc je vais faire df.fillNA, et on va faire ça sur la colonne de taxe, donc on va faire hop avec les crochets la colonne taxe, fillNA, et on va mettre la valeur de 0, et on va indiquer inPlace égale true. Donc comme ça va modifier directement notre data frame, et si j'affiche mon data frame, on a bien maintenant une valeur de 0 à la place des valeurs nulles. On va ensuite devoir modifier notre colonne price paid ici, puisque actuellement, en fait, si on affiche le type des données, ce qu'on peut faire avec df.dtypes, on va voir dans l'affichage qui nous est retourné que la colonne price paid, c'est un objet. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un nombre, donc un float, comme avec la taxe ici. Donc pour ça, on peut utiliser quelque chose qu'on avait vu dans les parties précédentes, donc ces lignes ici, qui nous permettent de modifier une colonne grâce à la méthode apply. Dans ce cas-ci, on va modifier la colonne pour remplacer le symbole $, par une chaîne de caractères vide, et ensuite la méthode asType pour modifier le type de la colonne price paid. Donc je fais tout ça. Et si je raffiche df cette fois-ci, on voit qu'on a bien maintenant un nombre à l'intérieur de notre colonne. Et si je refais df.dtypes, on va voir que notre colonne ici est maintenant de type float64. Donc on a bien deux nombres dans price paid et dans taxe. Et on va pouvoir faire le calcul entre ces deux colonnes pour rajouter une colonne. Donc pour rajouter une colonne, c'est très simple. On peut faire tout simplement les crochets comme ceci. Si par exemple je souhaitais rajouter une colonne test et mettre un 0 dans toutes les rangées de cette colonne, donc si je fais ça et que j'affiche le data frame, vous voyez qu'on a une nouvelle colonne test avec des valeurs de 0. Donc là, moi je vais supprimer cette colonne. Donc je vais faire del de df
test, puisque je n'en ai pas besoin, donc c'était juste pour vous montrer. Si je raffiche mon data frame, on voit que cette colonne a bien disparu. Et donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est multiplier les valeurs qui sont dans cette colonne par la taxe. Alors on va devoir faire quelques modifications, puisque ici on a un nombre qui est 20, et nous ce qu'on aimerait, c'est multiplier le prix ici par non pas 20%, mais dans ce cas-ci ce serait 80%, puisqu'en fait nous ce qu'on veut dans notre colonne, c'est le prix qui va rester. Donc on veut enlever 20% de cette valeur ici. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà dire la colonne dans laquelle on veut mettre tout ça. Donc je vais créer une colonne qui va s'appeler Price Total. Et on va dire que cette colonne est égale à Price Paid. Donc là, en fait, on va tout simplement faire des multiplications, des opérations sur différentes colonnes et ça va appliquer ces opérations sur chaque rangée de notre data frame. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile à faire. Dans ce cas-ci, je vais multiplier, donc on pourrait faire une multiplication comme ça sur DF de taxes. Si je fais ça pour l'instant, vous allez voir que, comme je vous disais, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment ce qu'on veut. On a juste multiplié l'un par l'autre. Donc là, on fait 20 fois 9.24 et ça nous donne 184. Donc, ce n'est pas exactement ça qu'on veut. Je vais supprimer la colonne que je viens de créer, donc comme ceci. Et on va repartir sur notre calcul. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est faire un pourcentage. Donc, on va faire DF de taxes divisé par 100 et on va faire 1 moins tout ça, puisque nous, ce qu'on veut, c'est pas 20%, mais 80%. Comme je vous disais, si on a 20% de taxes, ça veut dire que dans notre poche, il reste 80%. Donc, on fait 1 moins la taxe divisée par 100. Donc là, par exemple, 20 divisé par 100, ça va donner 0,2. Et on fait 1 moins 0,2, ça va donner 0,8. Et on va multiplier le prix payé par, dans ce cas-ci, 0,8 si on a 20% ici. Si on a 0, on va multiplier par 1 moins 0. Donc en fait, 1 moins 0, ça va faire 1 et on va récupérer le prix d'origine. Ok ? Donc là, c'est vraiment juste un petit peu de maths. Revoyez cette partie si vous n'avez pas tout compris et regardez ce calcul bien tranquillement de votre côté si vous n'êtes pas très à l'aise avec les maths. Je vais exécuter cette cellule donc avec Shift Entrée. Et si j'affiche maintenant le data frame, on voit que j'ai bien, donc quand on a une taxe de 0, la valeur d'origine. Et quand j'ai une taxe de 20%, on a bien une valeur qui semble logique. Donc 3,73, 80% de ça, ça donne 2,984. Donc vous voyez à quel point on peut très facilement multiplier et faire des opérations sur différentes colonnes et rajouter des valeurs dans notre tableau. Comme ça, par la suite, on pourra directement utiliser ces valeurs plutôt qu'à chaque fois avoir besoin de faire des calculs entre différentes colonnes. Donc là encore, c'est un sujet très complexe. De base, c'est assez simple. Vous voyez, on peut juste rajouter une colonne avec des valeurs par défaut ou faire des calculs assez simples. Mais là encore, comme je vous dis, on peut faire des choses beaucoup plus avancées. Je vais vous montrer un exemple, quelque chose d'assez courant. Imaginez qu'on souhaite créer une nouvelle colonne qui va contenir le code des pays. Donc plutôt que Canada, on va avoir par exemple CA. Plutôt que France, on aurait FR. Donc là, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est faire un mapping. Donc, c'est-à-dire qu'on va indiquer à notre data frame qu'on veut remplacer les valeurs France par la valeur FR. Et on veut mettre tout ça à l'intérieur d'une nouvelle colonne. Donc, pour ça, on va pouvoir utiliser la méthode map. Je vais déjà créer un dictionnaire qui va mapper les valeurs les unes avec les autres. Donc, je vais créer un dictionnaire countries. Et dans ce dictionnaire, on va dire quelle valeur on veut remplacer par quoi. Donc, on va dire par exemple United States. Donc là, il faut bien que ce soit exactement comme ce qu'on a dans le tableau. Donc, il faut bien mettre les majuscules et tout ça. Donc, United States, on va le remplacer par UN. La France, on va le remplacer par FR. Le Canada par CA. Et on a, je crois, le Maroc. Voilà, Morocco ici. Donc, Morocco, on va le remplacer par, je crois, MA. Ça doit être MA pour le Maroc. Et donc, on a notre dictionnaire. On va utiliser ce dictionnaire pour faire un mapping et mettre tout ça dans une nouvelle colonne. Donc pour faire un mapping, on utilise la méthode map. Donc je vais utiliser ça sur ma colonne country et on va faire un point map et on va lui passer notre dictionnaire. Et tout ça, je vais le mettre dans une nouvelle colonne. Donc je vais faire df et on va appeler ça country code. Et on va dire que c'est égal donc à notre colonne country sur laquelle on a fait ce mapping donc pour remplacer les valeurs par d'autres valeurs. J'exécute tout ça, j'affiche mon data frame et là on voit qu'on a bien donc une nouvelle colonne country code et on a bien Canada qui est remplacé par CA, United States par UN et Morocco par MA. Et si j'affiche un peu plus de données, vous voyez que pour la France également ça a marché et pour les valeurs qui sont nulles, donc les NaN ici, on a tout simplement la valeur nulle par défaut. Ok, donc vous voyez que vraiment on peut faire beaucoup de manipulations comme ça. Comme je vous dis, ça peut devenir assez complexe rapidement. Il faut explorer, il faut aller voir la doc, il faut regarder plus de tutoriels si vous voulez voir d'autres façons de faire. Et bien sûr, chercher sur Internet quand vous ne trouvez pas. Il y a plein de ressources qui existent
pour vous dire comment faire certaines opérations que vous auriez envie de faire sur vos data frames. Donc c'est beaucoup de recherche, beaucoup de documentation. N'hésitez pas à aller voir la documentation. Si vous allez voir dans Help ici, vous avez la référence de Panda. Donc Panda référence ici. Vous pouvez aller voir cette aide. Elle est en anglais, mais elle est quand même très bien faite et elle vous permettra d'explorer d'autres choses que vous pouvez faire sur les data frames. Dans cette partie, on rentre vraiment dans les choses intéressantes, dans le cœur du sujet, puisqu'on va voir comment analyser les données que l'on a dans notre data frame. Jusqu'à présent, on a vu comment manipuler les données, comment ajouter des colonnes, supprimer des colonnes, mais ce qui est très intéressant avec Panda et dans la data science, c'est de faire parler ces données, donc d'afficher les moyennes, la somme, de voir le nombre d'éléments qu'on a en fonction des valeurs. Par exemple, dans notre cas pour les pays, on veut savoir dans quel pays on va avoir le plus de clients, donc ce genre d'informations qu'on va pouvoir récupérer très facilement avec Panda. Alors n'ayez pas peur, vraiment vous allez voir qu'on va utiliser des choses très simples, on va pas faire des statistiques très avancées, ça va se résumer aux valeurs minimales, maximales, à des moyennes ou à la somme des valeurs, donc vraiment des choses assez logiques qui ne nécessitent pas des compétences avancées en mathématiques. Donc j'ai loadé mon data frame ici avec Panda. Et la première méthode qu'on peut utiliser, qui est une méthode un peu couteau suisse, c'est la méthode describe. Donc sur mon data frame, je peux utiliser describe et ça va m'afficher un tableau comme ça avec différents éléments. On va avoir le compte, donc par exemple sur la colonne ID ici vous voyez qu'on a 1000 et sur les taxes on a 654. Donc le compte en fait ça ne va pas tenir compte des valeurs qui sont nulles. Donc dans la colonne taxes en fait on voit qu'on a uniquement 654 rangées dans lesquelles on a des données. Donc là, sur les colonnes qui nous sont affichées, à savoir le ID et les taxes, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais bien sûr, on peut aller cibler une colonne plus précisément. Donc moi, je vais par exemple aller cibler le price paid, et là, on a des informations un peu plus intéressantes. On voit qu'on a un count de 1000, donc ça veut dire que toutes les rangées contiennent des valeurs, sinon on aurait un compte qui serait un peu différent. Par exemple, si je reviens sur les taxes, là on voit qu'on a un compte de 654, puisque là encore, describe ne va nous afficher le compte que de ce qui contient des valeurs. Donc si je reviens sur le price paid, là comme on a 1000, comme on sait qu'on a 1000 rangées dans notre data frame, ça veut dire que chaque rangée contient une valeur. Et sur ces 1000 valeurs, donc ces 1000 rangées que l'on a 528 valeurs qui sont uniques. Donc vous voyez que describe, c'est un peu comme je vous dis un couteau suisse, ça va dépendre en fait de si vous l'utilisez sur une colonne ou sur votre data frame à chaque fois et ça va vous donner un aperçu de certaines statistiques sur votre data frame ou sur vos colonnes. Donc c'est intéressant pour avoir un aperçu. Nous, ce qu'on va vouloir avoir comme information, par exemple, dans le cas du prix qui a été payé, c'est d'avoir une moyenne ou d'avoir la somme totale du prix qui a été payé. Si on veut savoir combien d'argent on a fait ce mois-ci, il va falloir additionner toutes les sommes que chaque client nous a payées. Donc pour ça, on peut utiliser les fonctions mean pour la moyenne et sum pour faire la somme. Donc je vais reprendre ma colonne price paid et on va faire le mean. Donc mean, c'est la moyenne. Et là, alors vous voyez que j'ai une erreur, oui, parce que je n'ai pas modifié. Alors je vais refaire en fait la petite modification que j'avais faite dans les parties précédentes. Donc celle-ci ici pour convertir cette colonne en nombre décimal, puisque actuellement en fait dans mon data frame, j'ai une chaîne de caractères avec le dollar. Donc une fois que cette manipulation est faite, on va pouvoir revenir sur notre price paid. Et cette fois-ci faire la moyenne. Donc je valide et là vous voyez qu'on a une moyenne de 6,46. Donc c'est vraiment le prix moyen qui a été payé. Donc la moyenne dans ce cas-ci c'est vraiment la somme de tout ce qui a été payé divisé par le nombre de transactions. Si on veut afficher la somme, on va faire df de price paid avec cette fois-ci une autre méthode, donc qui va être la méthode somme tout simplement. Et si je l'affiche, là on a 6461. Et c'est assez logique, vous voyez, puisqu'on a 6,46 dans la moyenne, on a 1000 valeurs. Et donc, en fait, comme je vous disais, la moyenne, c'est tout simplement la somme totale divisée par le nombre de valeurs. Donc, 6461 divisé par 1000, ça donne bien 6,46193. Ok, donc c'est tout à fait logique et ça c'est deux méthodes qu'on utilise très souvent qui sont très pratiques dans ce cas-ci. Pour le prix c'est assez logique, vous voyez on a juste envie de savoir quelle est la totalité de l'argent qu'on a gagné ce mois-ci. On peut également utiliser les méthodes min et max pour afficher tout simplement la valeur maximale et minimale d'une colonne. Donc si je veux afficher le prix maximal qui a été payé pour un article, je peux faire .min et ça va m'afficher le prix minimal et je peux faire la même chose avec .max pour afficher le prix maximal. Donc on a un prix minimum de 3 € et un prix maximal de 10 €. Une autre méthode qui est assez pratique, c'est la méthode unique. Donc unique comme ceci, qui nous permet d'afficher toutes les valeurs uniques à l'intérieur d'une colonne. Donc par exemple, pour les pays, si je souhaite afficher toutes les valeurs qui sont disponibles dans ma colonne, je peux faire .unique.
je fais Shift Entrée pour exécuter et là on voit toutes les valeurs uniques qui sont dans notre colonne. Donc on a Canada, United States, Morocco, France et la valeur NaN, donc la valeur nulle. Okay, donc ça c'est pratique puisque ça nous permet d'avoir un aperçu de toutes les valeurs qui sont possibles dans notre data frame. Si on affiche ça par exemple sur Price Paid, là vous allez voir qu'on a beaucoup plus de valeurs puisque on a un panel en fait de prix payés, vous voyez, qui est beaucoup plus important. Donc ça c'est toutes les valeurs qui sont actuellement dans mon data frame pour le prix payé. Si vous voulez convertir tout ça en liste, puisque actuellement on a un array, on peut utiliser là encore le toList qu'on a vu dans des parties précédentes pour récupérer un objet Python. Donc ça ne sert pas à grand chose, mais c'est juste pour vous montrer si vous êtes un peu perturbé par cet affichage avec le array, on peut très bien récupérer une liste Python avec cette méthode. Donc Unique, c'est très pratique aussi, là encore pour avoir un aperçu de toutes les valeurs disponibles pour une colonne à l'intérieur de notre data frame. On a une autre méthode qui est également très utilisée qui est ValueCount, qui va nous permettre d'afficher le nombre d'éléments pour chaque valeur dans notre colonne. Donc par exemple pour le pays, si je veux savoir combien de clients j'ai dans chaque pays, je peux utiliser sur cette colonne ValueCount, donc attention il y a un S à count, et vous allez voir qu'on se retrouve avec une série ici, avec d'un côté les pays, donc France, United States, Canada, Morocco, et le nombre de valeurs associées pour chaque pays. Donc on sait qu'on a 408 clients qui viennent de la France, 333 des États-Unis, 161 du Canada et 54 du Maroc. Donc ça aussi c'est très pratique. Là encore sans avoir besoin, comme je vous dis, de faire des maths très compliquées, c'est vraiment juste des informations que l'on souhaite récupérer sur notre data frame qui nous permettent, dans le cas par exemple d'une campagne marketing, de savoir qu'on a plutôt intérêt à cibler la France puisque c'est là qu'on a le plus de clients. On pourrait également utiliser cette méthode sur le genre. Donc si on veut savoir combien de clients on a qui sont des hommes ou des femmes, on peut faire ValueCount sur cette colonne. Et là, on voit qu'on a 493 femmes et 438 hommes. Si on veut avoir cette donnée en fait de façon normalisée, puisque là en fait c'est pas forcément très explicite au niveau d'un pourcentage, là on a 493, 438, on voit que c'est proche de 50-50. Si on veut avoir quelque chose qui ressemble plus à un pourcentage, on peut utiliser le paramètre normalize et le passer à true. Et là, vous allez voir en fait qu'on va récupérer une valeur qui va être comprise entre 0 et 1. Donc là, on voit qu'on a 52% de femmes et 47% d'hommes. Donc dans certains cas, ça peut être pratique d'avoir le normalize qui est à true. Pour les pays, vous voyez, je ne pense pas que ce soit forcément mieux. Je préfère avoir une valeur absolue si vous voulez, puisque là, bon, on a un pourcentage, ça peut être intéressant, mais moi, je préfère avoir la valeur absolue. Je trouve ça plus parlant pour les pays. Par contre, pour les genres, vu qu'on a uniquement deux valeurs ici, eh bien, on veut juste savoir quel pourcentage on a de chacun des genres dans notre data frame. Et pour finir, on a une méthode qui est très pratique, qui fait un petit peu peur au début, mais une fois que vous allez la prendre en main, vous allez voir à quel point elle est vraiment excellente. C'est la méthode Group By. Donc si j'utilise Group By, par exemple sur la colonne Country, vous allez voir assez rapidement ce que je veux dire. Si vous faites juste ça, en fait, vous allez récupérer un objet qui s'appelle DataFrame Group By. Donc dans ce cas-ci, ça ne sert pas à grand-chose en l'état. Ce qui va être intéressant après, c'est sur ce DataFrame Group By d'utiliser les fonctions qu'on a vues au-dessus. Donc par exemple, la méthode Sum ici, qui va nous permettre d'afficher la somme pour différentes colonnes par pays. Donc pour le Canada, on voit que le prix payé, c'est 1017, pour la France 2619. Et là, on retrouve à peu près ce qu'on avait. C'est en fait assez logique par rapport au value count qu'on avait ici. On voit que c'est en France qu'on a fait le plus gros chiffre d'affaires. Donc ça, en fait, c'est la somme de tous les chiffres d'affaires groupés par pays. Donc pour la France, le Canada, le Maroc et les États-Unis. Si on voulait faire la moyenne, on pourrait faire min ici pour afficher la moyenne. Et on voit que le pays où on paye le plus en moyenne, c'est le Maroc. Et le dernier, c'est le Canada. Donc c'est le pays où on paye, où le prix moyen en fait est le moins important. Vous voyez par la même occasion qu'on n'a pas toutes les colonnes qui sont affichées ici. Donc bien entendu, on peut aller cibler une colonne particulière. Je vais vous montrer un autre exemple. On va faire un group by en groupant les données sur le genre et on veut savoir en fonction du genre qui a payé le plus. Donc je peux faire min ici directement. Et ça va nous afficher ici Price Paid, Tax et ID. Donc là, comme je vous dis, on n'a pas toutes les colonnes. Si on veut aller cibler directement une colonne, donc par exemple uniquement la colonne Price Paid, je peux mettre les crochets tout de suite après ici. Donc tout de suite après mon Group By, on met les crochets et on fait la moyenne sur cette colonne. Et si je l'affiche, on voit que donc on a presque la même chose, en fait 6.42 et 6.46 pour les femmes et les hommes. Si je voulais faire la somme, je peux mettre somme ici et là ça va fonctionner exactement de la même façon. Vous voyez que toutes ces méthodes qu'on utilise, on peut les utiliser à chaque fois sur les différents éléments que l'on récupère. Donc si je fais la somme, on voit que les femmes ont payé en totalité plus que les hommes dans ce cas-ci.
On peut, avec Group By, également donner une liste. Donc là, c'est encore plus puissant. Vous allez voir, c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire. Si vous pensez vraiment au tableau Excel, à quel point ça serait compliqué de faire toutes ces opérations à l'intérieur d'un tableau Excel et à quel point, une fois que vous maîtrisez ces façons de faire, ça devient très facile avec Panda. Donc avec Group By, on peut passer plusieurs éléments aussi. Donc par exemple, savoir au Canada, les femmes, combien elles ont payé en moyenne et les hommes, combien ils ont payé. Donc vraiment ciblé avec 2 colonnes. Donc on peut faire un Group By et à l'intérieur des parenthèses, on va cette fois-ci passer une liste et on va passer les colonnes, donc les 2 colonnes qu'on souhaite cibler, donc le genre et le pays. Et si je fais la moyenne, par exemple, donc là encore on utilise les méthodes que l'on a vues plus haut, je fais la moyenne et vous voyez que là j'ai un tableau à double entrée avec déjà les femmes et les hommes, donc déjà le genre, et ensuite le pays. Et donc on voit par exemple que les femmes au Canada ont payé en moyenne plus. Alors je ne regardais pas la bonne colonne, je regardais le ID. Alors oui, en fait c'est quand même ça. Donc les femmes en moyenne au Canada payent plus que les hommes au Canada. Et on voit par la même occasion que les gens qui payent le plus, c'est les femmes au Maroc qui ont une moyenne ici de 7, qui est pas mal plus élevée, et la moins élevée, c'est ici les hommes au Canada. Donc vous voyez à quel point on peut vraiment avoir des données très rapidement, très intéressantes, sur lesquelles on peut tirer des conclusions. Donc si vous savez qu'il faut cibler les femmes au Maroc si vous voulez vendre à un prix un peu plus élevé. Mais vous voyez donc qu'avec Group By, c'est très puissant. On pourrait mettre une 3e colonne ici. Là, ça deviendrait peut-être un peu dur à analyser et à tirer des conclusions de tout ça. Mais vous voyez à quel point on peut manipuler et extraire des informations très rapidement avec toutes ces méthodes. Donc, il y en a plein d'autres qui existent. Là encore, c'est un sujet très vaste. Mais ça, c'est vraiment des méthodes qui, comme je vous le dis, ne sont pas très complexes à comprendre et qui vous permettent déjà de récupérer beaucoup d'informations sur votre data frame pour en tirer éventuellement certaines conclusions. Pour pouvoir tracer des graphiques dans les prochaines parties, on va devoir installer une bibliothèque supplémentaire qui s'appelle Matplotlib. Donc pour ça, on va dans un terminal utiliser, dans mon cas, Python 3.9 et avec -m pip, on va installer Matplotlib, donc Matplotlib comme ceci, tout en minuscule. Et on va appuyer sur Entrée pour valider. Si vous êtes sur Windows, bien sûr, il faudra utiliser une autre commande, notamment en passant par exemple par le PyLauncher, donc py-3.9 si vous utilisez la version 3.9 de Python, -mpip install et le nom du module, lui, reste le même, donc Matplotlib. Et si jamais vous souhaitez l'installer directement à l'intérieur d'un Jupyter Notebook en utilisant la version de Python qui est installée dans votre environnement Jupyter, vous pouvez utiliser la même façon de faire qu'on avait fait précédemment dans cette formation, donc en passant par cette syntaxe avec le point d'exclamation, les accolades et avec le module 6. Donc pensez bien à l'importer au préalable et ensuite vous pouvez donc utiliser 6.executables pour aller installer Matplotlib avec l'exécutable qui est utilisé dans votre Jupyter Notebook. Donc voilà pour l'installation de Matplotlib et dans les prochaines parties, on va voir comment on peut utiliser cette bibliothèque pour tracer des graphiques à l'intérieur de nos notebooks Jupyter. Dans cette partie, on va voir comment afficher des graphiques, donc des courbes avec Panda. Le gros avantage de Panda, c'est qu'elle est en fait packagée avec également Matplotlib et on va pouvoir utiliser Matplotlib directement sur les éléments que l'on a dans notre data frame. Donc par exemple ici, j'ai repris le code de la partie précédente où on a pas mal de données qui sont affichées et on va pouvoir utiliser ce qu'on a ici et utiliser Matplotlib pour nous afficher un graphique plutôt que d'avoir des tableaux comme on les a actuellement. Par exemple, j'aimerais bien afficher pour chaque jour dans le mois le prix total qui a été payé par les gens dans mon data frame. Donc pour ça, je vais utiliser Group By et on va grouper avec la colonne date. On va s'intéresser au price paid, donc le prix qui a été payé, et on va faire la somme de tout ça. Donc si j'affiche ça actuellement, on voit qu'on a pour chaque jour ici le prix total qui a été payé par tous les gens dans mon data frame. Donc on a le 1er mars, 2 mars, 3 mars, etc. et à chaque fois la valeur associée. Et ça, on va vouloir l'afficher non pas comme ça sous forme de tableau, mais directement sur un graphique. Donc on peut utiliser la méthode plot, qui est une méthode de Matplotlib, et vous n'avez même pas besoin en fait d'importer Matplotlib ou de créer un graphique avec Matplotlib, vous pouvez l'utiliser directement sur votre série ici. Donc là, dans ce cas-ci, on a une série Panda, et on peut utiliser donc plot pour afficher un graphique. Donc je valide avec Shift Entrée et là vous voyez qu'on a un graphique qui s'affiche avec une courbe et donc le prix moyen payé par date. Alors pour l'instant ce n'est pas très gros, vous pouvez grossir le graphique avec le paramètre Fig Size et ce paramètre on va lui passer une liste et ça va être en fait la largeur et la hauteur avec des unités en pouces
Donc là, généralement, ne mettez pas des nombres trop gros. En fait, c'est pas des pixels, c'est des pouces. Donc là, par exemple, 20 et 10, on va essayer avec ça. Et vous voyez qu'on a déjà quelque chose qui est assez imposant. Donc n'essayez pas de mettre des valeurs, par exemple, de 1920 ou 1080. Ça risquerait de prendre pas mal de temps puisque ce ne sont pas des pixels. Et là, vous voyez qu'on a un graphique un peu plus grand, un peu plus visible, où on voit le prix moyen et on voit que c'est vers le milieu du mois, c'est là où on a les plus gros pics avec la valeur maximale ici qui est proche de 300 vers le 21 mars. Donc les graphiques, vous voyez directement avec la méthode plot. Vous pouvez l'utiliser sur presque tout ce que vous avez ici, tout ce qu'on a fait ici, ou presque, on peut utiliser la méthode plot. Alors ça ne va pas forcément être toujours intéressant. Si je le fais ici, on avait juste les femmes et les hommes, donc on avait juste deux éléments avec deux valeurs. Donc dans ce cas-ci, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc on peut très bien utiliser un plot à ce moment-là, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Dans le cas des dates ici, quand on a groupé par date, on avait des données qui étaient assez intéressantes et qui sont peut-être plus intéressantes sous forme de graphique que sous forme de tableau. Pour l'instant, on a vu comment afficher une courbe avec la méthode plot. Bien entendu, il existe plein d'autres types de graphiques qui peuvent être plus intéressants dans certaines situations. On avait vu par exemple avec le genre que quand on a juste deux valeurs comme ça, afficher une courbe, ça n'est pas très intéressant. Et dans ce cas-ci, ce qui serait plus intéressant, ce serait d'avoir un graphique en camembert, donc on appelle pie chart en anglais. Et on peut bien entendu faire ça, là encore avec Matplotlib. Donc je vais copier cette ligne ici, je vais redescendre un petit peu. Et on va voir que donc avec group by gender ici, donc sur le price paid, et donc si je souhaite afficher ces deux données sous forme d'un graphique en camembert, on peut utiliser plot. Et cette fois-ci, on ne va pas mettre les parenthèses, on va directement utiliser une méthode sur ce plot qui est la méthode pie. Donc pie qui signifie, qui est en fait le nom en anglais du graphique en camembert. Et si j'affiche ça juste comme ça, vous voyez qu'on a une démarcation avec un peu plus de bleu que de orange. Et là, en fait, actuellement, on ne voit pas les labels puisqu'ils sont noirs. Alors, si vous regardez, vous les voyez peut-être. Je vais repasser en mode clair. Alors, attention les yeux. Voilà, et vous allez voir ici qu'on a bien les labels qui sont affichés, donc female et male ici. Et je peux afficher la légende également en spécifiant legend égale à true. Et là, ça va afficher les couleurs avec la légende associée. Donc c'est un peu plus précis comme ça, on voit un peu plus de quoi il s'agit. On peut également grossir le graphique là encore avec fig size. Donc je vais le mettre par exemple avec deux valeurs de 7. Et ça permet de grossir un petit peu ce graphique. Donc dans ce cas-ci, vous voyez que c'est un peu plus intéressant. On voit très clairement comme ça avec un graphique en camembert que les femmes ont payé un peu plus que les hommes. Un autre type de graphique qui est assez intéressant, c'est le graphique en barres, donc qui va nous permettre d'afficher des barres de différentes tailles en fonction, par exemple, du pays. Nous, ce qu'on avait tout à l'heure, c'était le pays et le prix moyen qui a été payé pour chaque pays. Donc ça ressemblait à ça ici. On avait fait un group by du country et la colonne prix payé ici, on utilise la somme, donc la somme du prix payé par pays. Et cette fois-ci, on peut utiliser donc la méthode bar sur le plot. Et si j'affiche ça, vous allez voir qu'on a donc un beau graphique avec des barres qui représentent le prix payé pour chaque pays. Donc on voit bien que la France est le pays le plus important en termes de chiffre d'affaires, le Maroc le moins important. Là encore, on affiche quelques paramètres supplémentaires. On a le legend égale à true ici, qui nous permet d'afficher 7 encart price paid. Et on a également la rotation, puisque si je l'enlève, vous allez voir qu'en fait, les labels ici sont à 90 degrés, donc ce n'est pas forcément très lisible. Donc on peut faire une rotation comme ça, on pourrait mettre 0 et avoir comme ça les labels qui sont complètement flippés de l'autre côté, ou alors 45 comme je l'avais mis pour avoir quelque chose, voilà, un peu de biais. Donc vous voyez déjà qu'avec ça, on peut représenter pas mal de données. On a les courbes toutes simples en utilisant plot directement. Ensuite, on a les graphiques en camembert, donc pie chart en anglais avec plot.py et les graphiques en barre comme ça avec plot.bar. Donc là encore, vous voyez, c'est très facile d'utilisation. Pas besoin d'importer quoi que ce soit de plus. Vous faites juste rajouter le point plot et les différents types de graphiques que vous souhaitez après vos calculs ici. Donc ça marche avec plein de choses, avec les moyennes, avec les sommes, avec le value count. Donc toutes les données que l'on a analysées dans les parties précédentes, vous pouvez les afficher comme ça sous forme de graphique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et si tu as la moindre question, tu peux bien entendu la poser en commentaire.